Vous vous souvenez que la dernière fois, on avait terminé notre terrain pour voir les grandes étapes de la construction européenne par un examen d'une des politiques les plus emblématiques, qui a été la politique agricole commune. Bon, donc je n'y reviens pas. On va passer maintenant à un autre moment, qui est celui qu'on peut qualifier d'un élargissement prévu, mais qui va se vivre un peu dans la douleur dans les années 60. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout d'abord, il y a un événement marquant de cette décennie, qui est le traité de l'Élysée, et qui a participé beaucoup à l'entente, et à l'entente en particulier entre France et Allemagne. C'est un traité qui prévoit un certain nombre de rencontres régulières, etc., entre les deux pays. Ce qui fait que même si les Allemands n'utilisent pas ce terme-là, en France, on a l'habitude de parler du couple franco-allemand. Bon, c'est un terme classique. Bon, voilà. Mais ce qu'il faut aussi cerner, c'est que dans ces années 60, on est dans un monde qui est marqué par des tensions. Donc on fait de la géopolitique, on les rappelle toujours, il n'en manque jamais. Mais là, elles sont fortes. Elles sont fortes. 1961, c'est la fameuse crise des fusées de Cuba, où le monde, à un moment, on a presque craint qu'il sombre dans une guerre entre Est et Ouest, y compris avec peut-être le recours à l'arme nucléaire. Donc la crise a été gérée au mieux, si on peut dire, et s'est terminée avec une possibilité de négociation. Donc retrait des fusées soviétiques de Cuba, mais dans le même temps, pour qu'il y ait une contrepartie, un certain nombre de fusées américaines qui étaient implantées dans le Moyen-Orient, et notamment en la partie orientale de la Turquie, qui ont été retirées. C'est également une période où, dans la ville de Berlin, il se passe là un événement marquant qui est la construction du mur. Construction du mur, pourquoi? Bien, les autorités soviétiques d'une part, mais de la République démocratique allemande, voyaient bien qu'il y avait beaucoup d'Allemands de l'Est qui passaient par Berlin-Est pour regagner la partie occidentale de l'Allemagne, considérée comme un lieu avec davantage de liberté et un progrès économique et social plus notable. Donc là, c'était encore un élément de détérioration des relations entre l'Est et l'Ouest. Et puis pour notre Union, ce qui n'était pas encore l'Union européenne, à l'époque c'était la CEE, la Communauté économique européenne. Donc en juillet 61, c'était le gouvernement de Macmillan, si je me souviens bien, qui dépose une demande d'adhésion. Demande d'adhésion, jusque-là les Britanniques avaient été en retrait sur cette question-là. Et ça paraissait un peu surprenant puisqu'ils avaient largement participé à la création d'un ensemble, non pas d'une construction comme pour nous la CEE, mais à une association européenne de libre-échange qui était au fond une facilitation pour les échanges entre un certain nombre de pays. À l'époque, il y avait des pays scandinaves, la Suisse, le Royaume-Uni notamment. Donc, apparemment, ça n'embarrassait pas beaucoup nos amis britanniques qui trouvaient ils pouvaient tout à fait formuler cette demande-là. Alors, on va avoir une période qui est assez curieuse et qui va être marquée par une attitude de refus française et une attitude qui va se prolonger par ce qu'on a appelé la période de la chaise vide. Alors, j'ai emprunté à un auteur que j'apprécie beaucoup, qui a décrit l'histoire de la construction européenne, il s'appelle Sylvain Kahn. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit pour bien voir les positions respectives? Pour Konrad Adenauer, qui était encore en début des années 60 le chancelier allemand, eh bien, la construction communautaire était, alors l'expression est assez belle, l'orchestre permettant à la RFA de reprendre, et il précise sans ostentation, une place au sein du concert européen. C'est joli comme expression, hein? Et je crois que ça dépeint assez bien l'attitude du chancelier et l'attitude allemande. Mais, dans la même époque, qui était au pouvoir chez nous, le général de Gaulle, c'était pas sa vision. Et qu'est-ce que nous dit toujours Sylvain Kahn? Pour le général de Gaulle, elle était le théâtre
de la mise en scène et en musique, on reste dans les références musicales, de sa politique de grandeur de la France. Et oui, le moment où se concrétise la mise sur pied de la force de dissuasion, l'attitude vis-à-vis de l'OTAN, avec ce qui va venir juste après, c'est-à-dire le retrait du commandement intégré de l'OTAN. Et le général, alors là c'est plus cet auteur qui parle, le général, je prends une phrase qui résume assez bien, les États sont les seules entités qui aient le droit d'ordonner et la légitimité pour agir. Donc c'est clair, pour le général de Gaulle, on est dans une Europe des États qui souverainement décident de mener un certain nombre d'actions en commun. On n'est en aucun cas dans une perspective de supranationalité. Les choses sont claires. Alors les Britanniques, peut-être vous en souveniez, à partir de cette première demande, il faudra qu'ils attendent 12 ans, puisque ce n'est qu'en 1973 qu'ils vont pouvoir effectivement rentrer. Pas que, il y aura aussi l'Irlande et le Danemark. Alors c'est une longue attente, oui, il n'y a pas de doute. Et pourquoi ? Parce qu'il y a eu 2 vétos successifs en 63 et en 67. Des vétos, c'est un doux euphémisme, j'ai mis sans ménagement, on aurait pu mettre un terme un peu plus rugueux, de la part de la France. Alors il y avait des raisons quand même à cela. Il y avait une raison, c'est que De Gaulle et son gouvernement craignaient que, au fond, la communauté devienne une simple zone de libre-échange, ce qui était la vision des Britanniques depuis longtemps. Autrement dit, on fait du commerce, on diminue les droits de douane, mais c'est tout. Alors que De Gaulle avait fortement insisté pour une politique comme celle qu'on a évoquée à la fin de la dernière séance, qui est la politique agricole commune. Tout simplement parce que la France y trouvait bien son compte. D'autres raisons aussi, ça vous semble plus éloigné, mais je crois que ça a joué un grand rôle. Ça concerne, alors on a fait référence au début de la dissuasion nucléaire française, mais les Britanniques étaient un tout petit peu en avance sur nous, ils avaient donc leur propre dissuasion, non pas leur propre, ils avaient leur dissuasion nucléaire, mais la grande différence, c'est qu'ils avaient passé un accord stratégique avec les États-Unis pour, si par malheur il était question d'un usage de cette bombe atomique, ça se fasse conjointement britannique et américain. Vous comprenez la différence. Bon, alors que la France, je l'ai dit tout à l'heure, elle était beaucoup plus en recherche d'autonomie. Souvenez-vous des plus fameuses conférences de presse du général de Gaulle, celle de l'automne 62 par exemple. Ce n'était pas toujours le très très grand amour vis-à-vis des Américains, même si de Gaulle avait soutenu Kennedy lors de la crise des fusées de Cuba. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Là je le rappelle, l'opposition du général à toute forme de supranationalité et un regard de plus en plus méfiant à l'égard de la Commission. La Commission, cet organisme qui avait toujours, dès le départ, qui a toujours eu un rôle moteur. Bon, vous pourrez, si vous avez la curiosité, aller relire, vous le trouverez sur Internet, sa conférence de presse du 15 mai 1962. C'est là où il y a quelques termes joliment fleuris qui apparaissent, vous irez les regarder. C'était Walter Holstein qui était président de la commission et il avait eu une idée assez habile, on peut dire, à une époque où vous vous souvenez peut-être, il y avait pas mal de recettes qui rentraient dans la commission via le FEOGA, puisque par exemple il y avait beaucoup de prélèvements, mais ça existait aussi pour d'autres produits. Donc, qu'est-ce que s'était dit la commission ? Sans trop l'afficher, on va considérer que ces ressources sont des ressources communautaires et qu'on va gérer comme ressources communautaires. Tel n'était pas l'avis du général de Gaulle, pour qui les ressources de l'Europe ne devaient être qu'exclusivement les contributions des États membres. En tant que tel, vous n'avez pas le droit d'avoir vos propres ressources, toujours pour limiter l'influence de la Commission. C'est une question de souveraineté en réalité. Il y avait aussi une petite tentative de renforcer le rôle de l'Assemblée. Ce n'était pas encore le Parlement à l'époque.
Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, devant cette prétention de la Commission, assez bien relayée par d'autres pays, eh bien, le général de Gaulle va décider que, je reprends la phrase, notre chaise restera vide, et à l'époque, dès lors que toute décision est à l'unanimité, eh bien, toute réunion sera sans valeur puisqu'elle ne pourra prendre aucune décision, puisque nous ne serons pas là. Voilà, un peu Jacques Faisan, qui était un caricaturiste de l'époque, qui avait un peu d'humour. Voilà, le général qui lui dit qu'il lui a préparé quelques notes pour toutes les ministres des Affaires étrangères des différents pays qui vont venir le rencontrer. Vous voyez à peu près la teneur du propos. Alors, cette situation, elle n'était pas très tenable, pas très tenable ni pour les 5 autres partenaires de la communauté, ni même pour la France. Alors, on va aboutir à un compromis. Qu'est-ce qui a milité en faveur de ce compromis? Alors là, les historiens ne sont pas tous trop d'accord. Moi, je la retiens quand même parce que je crois le général était quelqu'un aussi de pragmatique et de fort intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé à l'automne 65? Eh bien, il y a eu des élections présidentielles en France, puisque par référendum, il avait fait passer une modification de la Constitution prévoyant l'élection du président au suffrage universel. Vous vous souvenez de ça? C'était pas le cas en 58, au tout début de la Ve République. Qu'est-ce qui s'est passé à ces élections? D'abord que le candidat de la gauche réunie, François Mitterrand, a fait un score qui était plutôt plus élevé que ce qui était attendu, de 31% des voix. Mais surtout, il y a eu un troisième personnage dans cette élection, qui était toujours dans la mouvance, on va dire, du MRP, si on parle européen, on va dire de la démocratie chrétienne, et qui a fait un score, alors lui, beaucoup plus élevé, en axant sa campagne pour dire « mais moi, je me présente devant vous comme Français et comme Européen ». Et il a fait pas loin de 16% des voix. Comme De Gaulle en avait eu 44, vous voyez que si on additionnait, si ça avait été une politique plus pragmatique les deux, il aurait été élu dès le premier tour. Alors je crois qu'il a retenu la leçon. Et puis également parce qu'il y a des choses qui se sont améliorées de part et d'autre, notamment un accord, j'ai mis un deal avec les Allemands, notamment pour le volet de la dimension industrielle de la communauté. On a beaucoup parlé de la partie agricole, mais la partie industrielle, elle intéressait bien davantage les Allemands, et donc pour avancer dans la diminution des droits de douane ou même pour les droits avec les pays tiers en matière industrielle, ce qui faisait tout à fait l'affaire de nos amis allemands. Et puis il y a eu on peut dire, pas un retour en arrière, mais disons que les autres pays ont cédé sur la question des ressources propres, voyant que le gouvernement français en faisait un point de non-retour, si on peut dire. Donc, il n'y a pas eu de ressources propres dans la CE, et pour assez longtemps. Et pas d'extension des prérogatives de l'Assemblée non plus. Alors en même temps, même si ces chicaneries, vous allez dire, étaient un peu préjudiciables à la marche en avant de l'Europe, il ne faut pas croire qu'elle s'est arrêtée pour autant. Il y a eu des étapes intéressantes, notamment dans un certain nombre de questions touchant au marché intérieur et à la circulation, et notamment un point qui n'était pas avancé jusque-là, qui est celui de la libre circulation des travailleurs. Je suis allemand, je peux venir travailler en France, je suis français, je peux aller travailler en Italie ou aux Pays-Bas. Alors on va rentrer dans une étape qui va suivre avec les années 70. J'ai titré ça les années incertaines, et si vous mettez les années très incertaines, vous n'auriez pas tort sur vos notes, puisque je vois qu'il y en prennent assez souvent. Premier coup de tonnerre, si on peut dire, c'est 1971. 71, c'est le président Nixon qui est au pouvoir aux États-Unis. Et qu'est-ce qui est décidé? Bien, la fin de quelque chose qui existait depuis 1945, les accords de Bretton Woods, qui régulaient tout le système économique et financier international, en décidant la fin de la parité du dollar par rapport à l'or. Jusque-là, si vous aviez des dollars, vous pouviez demander, si vous étiez citoyen américain ou même étranger, demander qu'on vous les rembourse à raison de 35 $ l'once.
ça donnait un système stable, seulement le stock d'or de Fort Knox, il ne suffisait pas depuis bien longtemps, donc il y avait un regard un peu sur la réalité qui consistait à dire cette parité fixe, elle n'est plus possible à maintenir dans une économie qui s'est fortement internationalisée et où les échanges ont constamment cru. Quand vous voyez 73, le premier choc pétrolier, à la suite de la guerre du Yom Kippour, on est tenté de voir que ce premier choc pétrolier, il est lié finalement à un conflit de type Israël-pays arabe. Yom Kippour, c'est l'Égypte et la Syrie qui tentent d'envahir Israël, mais en oubliant qu'en réalité, ce premier choc pétrolier, il vient très largement des États-Unis. Alors pourquoi ? Vous allez dire, c'est bizarre ce que je raconte. Pour une raison simple, c'est qu'après la fin des taux de change fixes dollar-or en 71, qu'est-ce qui s'est passé ? Le dollar a perdu de sa valeur, même assez nettement. Ce qui veut dire que pour les pays dont les transactions s'effectuaient en dollars, le baril, il est toujours fixé en dollars aujourd'hui. Ça veut dire que globalement, depuis cette décision américaine de 71, chaque mois, ils perdaient des ressources. Et oui. Donc, le premier choc pétrolier n'est pas à regarder uniquement à l'aune de ce conflit entre Israël et les pays arabes. Déjà, il est amorcé par cette décision qu'on peut comprendre, bien sûr, mais qui ne pouvait pas faire l'affaire des pays producteurs. C'était le moment où s'est créée la première OPEP, Organisation des pays exportateurs de pétrole. Alors la secousse est terrible, parce que globalement, en l'espace de quelques mois, le prix du baril va être multiplié par 4. Et nos économies des 30 glorieuses, elles avaient vécu avec une énergie incroyablement bon marché. 30 glorieuses, c'est le fait de disposer de sources d'énergie à bon compte qui a énormément favorisé tous nos pays d'Europe occidentale des taux de 6, 7, 8% par an. Et oui. Donc là, les choses bougent et changent et vont se produire à partir du milieu des années 70 et la fin des années 70, ce qu'on appelle la stagflation. C'est un mot qui, je crois, est connu. Stag, ça veut dire que les économies stagnent, mais flation, autrement dit de l'inflation, il y a de l'inflation, mais sans qu'il y ait véritablement croissance en termes réels. Voilà ce que ça veut dire. Alors, est-ce que c'est une période complètement terne pour la construction de l'Europe ? Pas complètement. Il y a eu un sommet à la fin de la période des années 70 des chefs d'État et de gouvernement, alors qu'ils sont à 9, puisqu'on va le voir, le Royaume-Uni, l'Irlande et le Danemark avaient rejoint en 1973, au moment du premier choc. Donc le premier choc, c'est pas parce que les Britanniques nous ont rejoints, ça, ce serait une erreur de penser ça. Alors il y a des progrès, et notamment avec, pour ce qui concerne l'élection à l'Assemblée, et c'est à cette date-là, dans les années 70, que l'Assemblée parlementaire perd son nom et qu'elle devient le Parlement européen, qui est une étape importante. Avec des élections, les premières auront lieu en 79 au suffrage universel. Alors on va regarder la question de l'élargissement de l'Europe en globalisant toutes les étapes jusqu'à 2013. Ce qui veut dire qu'on va quitter le moment purement chronologique, mais une fois qu'on aura fini de regarder cet élargissement par étapes, on reviendra en arrière pour voir tous les traités qui se sont passés dans cette période de 73 jusqu'à 2013. Simplement pour ne pas mélanger en permanence les deux questions. C'est un choix que j'ai fait, vous auriez tout à fait le droit de le contester, mais regardons alors. Les premiers, on les a déjà évoqués. Plus tard, en 81, c'est la Grèce qui va être le pays qui va suivre, et pas tellement longtemps après, toujours dans les années 80, l'Espagne et le Portugal.
Alors on va voir dans un instant peut-être quelques raisons qui président à cette entrée. 90, c'est pour ça que j'ai mis 7 ou 8 étapes. La plupart des auteurs y mettent 7 étapes. Alors moi je mets un peu un point d'interrogation parce que la réunification allemande, ce n'est pas en tant que tel, si on peut dire, un élargissement. C'est pas la RDA, Allemagne de l'Est, qui est venue entrer dans la communauté européenne. C'est la RDA qui a fusionné, on peut dire, avec la République fédérale allemande en adoptant les institutions de l'Allemagne de l'Ouest. Vous comprenez la nuance, hein? Bon. Un peu après, donc là on a changé de période, hein, c'est après la chute du mur de Berlin bien sûr, on a 3 pays, Autriche, Suède et Finlande, et on va tout à l'heure en regardant un peu la carte préciser ce trio, quelles étaient les caractéristiques. Et puis à partir de 2003, alors un tir très important, non seulement Malte et Chypre, qui sont 2 pays méditerranéens très petits, mais on retrouve beaucoup de pays d'Europe de l'Est, c'est-à-dire après la fin de l'Empire soviétique, hein, y compris la Hongrie, dont je me suis permis de dire quelques méchancetés à leur égard en commençant la séance. Et puis 2 qui sont arrivés un petit peu en retard, tout simplement parce que les critères fixés par la Commission et instruits montraient qu'il leur fallait un peu de délai. C'était des économies qui étaient en retard de développement, il n'y a aucun doute. Plus peut-être que la République tchèque ou la Slovaquie, par exemple. 2013, c'est le dernier entrant qui est la Croatie, donc un pays de l'ancienne Yougoslavie. Voyons, on va regarder cette carte. Après les 3 premiers, Irlande, Danemark et Royaume-Uni. Alors, le Royaume-Uni est assuré puisque la carte montre aussi qu'il y a eu un départ avec le Brexit. Ces pays de l'Europe méditerranéenne, qu'est-ce qu'ils ont en commun, même si les dates ne sont pas identiques, mais elles sont assez proches? Grèce, Espagne, Portugal. Eh bien, quelque chose qui permettait l'entrée dans l'Europe. La fin du régime des colonels, la fin du franquisme et la fin de Salazar. Hein? Autrement dit, les critères de valeur importants pour l'Europe, c'est des pays démocratiques, ces pays méditerranéens pouvaient légitimement, comme le prévoyait le traité, demander à entrer dans la communauté européenne. Donc voilà l'étape suivante, important à bien le cerner. Une particularité intéressante, 95, l'Autriche, la Finlande et la Suède. À l'époque, ça n'est plus le cas aujourd'hui, sauf pour l'Autriche, quelle était la caractéristique de ces 3 États? Exactement, c'était des pays neutres. C'était des pays neutres, et donc qui s'apercevaient à la lecture du traité que ce n'était pas incompatible d'être pays neutre et néanmoins de demander à entrer dans la communauté économique européenne. Hein? Bon, ça serait un peu moins le cas aujourd'hui. Vous vous souvenez, quand j'ai regardé le traité de l'Union avec vous, le fameux article 42 alinéa 7 prévoit bien un désengagement, mais avec une clause pour les pays neutres. Il n'y en a plus beaucoup, je vous avais dit, je crois plus que Chypre, Malte, l'Autriche et l'Irlande. Voilà donc 3 nouveaux entrants. La période de 2003-2004, 2004-2005, c'était un peu long parce qu'il y en a eu beaucoup. Alors on trouve 2 petits États méditerranéens, Chypre et Malte. Chypre a une particularité, c'est que le pays est coupé en 2. Depuis 1974, la partie nord a été occupée par l'armée turque et a formé, dans cette partie qui n'est pas immense en surface, une république autonome du nord de Chypre. République qui n'est reconnue par aucun pays dans le monde, si ce n'est la Turquie, bien sûr. Hein. Mais qui est un élément de contentieux avec l'Europe qui perdure. Bon. Vous avez ensuite des pays qui, de l'ex-Yougoslavie, avaient pas mal avancé, parce que c'était les parties les plus riches de cet ancien pays. C'est le cas de la Slovénie. Slovénie, frontière de l'Italie, hein,
un pays qu'on connaît dans les Pyrénées parce qu'on nous refile quelquefois des ours slovènes, qui, bon, c'est les migrations qui sont possibles. Et puis, des pays qui étaient juridiquement des pays à part entière, mais sous domination soviétique, étaient la Pologne, la Tchécoslovaquie qui s'est scindée en deux après la chute de l'Empire soviétique, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie plus tard, mais également des territoires qui faisaient partie de la République fédérale soviétique. Ce n'était pas à l'époque des pays avec reconnaissance à l'ONU, par exemple. Donc c'est les 3 États baltes de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Bien. Qu'est-ce qui nous reste pour faire le tour? Bien, la Croatie après 2013. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Ce qui a le plus retardé, finalement, c'est la guerre Serbie-Kosovo, Serbie-Croatie, qui a le plus retardé, finalement, un pays qui avait une vraie aspiration à rejoindre l'Europe. Voilà, une carte, donc vous voyez, elle est intéressante. On voit aussi, en regardant cette carte, eh bien, que les pays sont, pour une bonne part, pas uniquement puisqu'il y a l'Espagne ou le Portugal dans les années 80, nettement plus à l'Est. Jacques Delors avait une belle phrase, il disait « c'est pas notre petite Europe qui cherche à s'orienter vers l'Est, c'est culturellement bien davantage cette Europe centrale et de l'Est qui cherche à tourner ses regards vers l'Occident. » Et je crois qu'il avait assez raison de dire ça. Alors, quand on regarde cette question d'élargissement, bien vous voyez que 40 années ça a duré quand même, 73 jusqu'à 2013, et puis on n'est peut-être pas au bout. Donc ça s'étend sur du temps long. Mais ce qui est assez remarquable, c'est de voir que cette petite Europe des 6, elle était toute jeune, la majorité depuis pas très longtemps, si on peut dire, avec 25 ans avant elle avait 25 ans avant le premier élargissement. Et ce qui est très frappant, et ça je trouve que c'est souvent très insuffisamment noté, qu'il y a quand même 22 pays qui ont été accueillis. Alors regardez bien ce rapport, les petits 6, enfin petits, pas si petits que ça, mais du départ, et 22 entrants. Bon, il y en a un qui est parti, certes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la petite Europe, elle devient une grande Europe au terme du parcours. Et ça, c'est tout à fait, historiquement, c'est tout à fait étonnant. On fait souvent la comparaison, elle n'est pas très fondée à mon sens avec ce qui s'est passé aux États-Unis. Les premières ex-colonies britanniques de l'est du pays sur la côte est, la Maine, Massachusetts, tout ça, il y en avait 13, mais la fin du processus, c'est pour les derniers, 1910, pour les États-Unis continentales, et même encore beaucoup plus tard pour Hawaï et Porto Rico. Donc, en temps court, il s'est passé beaucoup de choses. Et on peut noter que cette évolution vers l'élargissement, ça s'est passé sans conflit majeur. Alors, vous allez dire à la périphérie, dans les années 2000, il y a eu les tristes événements du Kosovo, par exemple, de la Bosnie, bien sûr, mais ce n'était pas à l'intérieur de l'Europe en tant que tel. Vous voyez. On n'a pas connu de guerre de sécession comme l'ont connu les Américains, ou même comme l'ont connu, parce que personne n'en parle jamais en histoire, nos voisins suisses. Qui se souvient de la guerre de 1847, qu'on appelle la guerre du Sonderboot, entre les cantons qui voulaient avoir leur pleine autonomie et ceux qui voulaient, au contraire, que la Suisse soit réellement unifiée. Bon, c'est ces derniers qui ont gagné avec la Constitution de 1848, qui fait d'ailleurs qu'on parle de confédération helvétique alors qu'elle ne l'est pas, c'est une fédération. Bon, ça c'est hors sujet. On peut dire aussi que globalement, même si ce n'est pas très simple aujourd'hui, les entrants ont adhéré aux valeurs de la première Europe. Globalement, c'est vrai. C'est vrai. Et même si ce n'est pas toujours simple, dans notre monde conflictuel actuel, eh bien, l'unanimité est là. Alors, et demain ? Demain, poursuite de l'élargissement. Bon. Dans toutes les étapes
qu'on a vu, et en regardant en même temps la carte, il y a toujours eu, dans la vie politique européenne, des personnes, d'ailleurs c'est plus des hommes que des femmes globalement, mais enfin bon, on ne va pas insister là-dessus, ça pourrait changer, des hommes qui ont toujours dit « Ah oui, mais il faut approfondir avant d'élargir hein ». Manière de dire « Restons bien au chaud chez nous et pas trop de nouveaux mondes qui arriveraient ». C'est toujours d'actualité. Hein. Bon, regardez Viktor Orban qui veut faire enlever de l'agenda du 15 décembre la question de l'élargissement à l'Ukraine et à la Moldavie. Vous voyez que cette question, elle demeure. Mais ce qu'il y a eu aussi, c'est des Européens convaincus qui ont vraiment fait avancer l'Europe tout en cherchant à l'élargir. C'est-à-dire, c'est mal poser la question de dire soit élargissement, soit approfondissement. Parce que quand on regarde les étapes 80 et des années 90, on s'aperçoit que c'est autre chose qui se passe. C'est que l'élargissement est accompagné d'un approfondissement des institutions. C'est pas soit. Poser la question comme ça ne correspond pas à ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors, la question de l'élargissement, ça fera l'objet d'un ou plusieurs cours en septembre 2024, puisque bien sûr, on ne va pas se quitter. Alors, le grand bonhomme qui est le maître de la combinaison de ces deux mots, approfondissement, élargissement, vous le reconnaissez, c'est Jacques Delors. C'est un très grand homme au plan de la construction européenne, à la fois par une vision large, très ouverte, et en même temps très pragmatique. Il a dû, pendant son mandat avec la Commission, élaborer pas moins de 300 textes nouveaux. Hein, donc les nuits devaient être courtes, en clair. Hein. Alors ici, on va quitter la question de l'élargissement et on va voir les traités qui maillent toute cette période-là. Bon, ici, vous voyez qu'on avait, après le traité de Rome, 3 communautés. Je vais le montrer avec ça sera plus facile. L'Euratom, la CECA et la CE. Juridiquement, ces 3 institutions étaient distinctes. Elles vont l'être encore jusqu'à leur dissolution, juridiquement en 2002. En fait, c'est beaucoup plus tôt. Elles n'avaient plus tellement de raison d'être, à part la CE, avant qu'elle ne devienne l'Union européenne avec le traité de Maastricht. Bon, très vite, c'est une formule juridique de coopération judiciaire, oubliez-le. La coopération politique européenne, elle n'était pas allée encore très loin. Elle va être remplacée par ce qu'on appelle la PESC, politique étrangère et de sécurité commune. La diapo, elle est un peu longue et compliquée peut-être à noter. Sur les excellentes diapos que Annie a la gentillesse de mettre sur le blog, vous la retrouverez plus facilement, donc ce sera très lisible. Alors, les grandes étapes, je les énumère et puis on va regarder un peu plus en détail. La grande étape, après cette période un tout petit peu compliquée, c'est l'acte unique européen. On va voir de quoi il s'agit, ce qu'on appelle parfois le traité de l'acte unique. Après, 3 grands traités qui vont rythmer la fin des années du XXe siècle et le début du XXIe, le traité de Maastricht qui est le plus important, qui a fait couler pas mal d'encre à l'époque. On n'était pas loin de s'écharper dans les estrades politiques sur le sujet. Le traité d'Amsterdam et le traité de Nice. Alors pourquoi il y a 2 dates ? C'est la date de la signature et la date de l'entrée en vigueur. C'est pour ça que vous voyez 2 dates. Et puis ici, on vit sous son régime, traité de l'Union européenne et traité de fonctionnement de l'Union européenne. Donc en gros, c'est le traité de Lisbonne. Sachant qu'entre les deux, ici, il s'est passé un événement un peu compliqué et difficile, qui a été le refus de la Constitution européenne. Vous vous souvenez, on avait voté notamment chez nous, puisque la France a été, avec la Hollande, un des rares pays à voter non, alors qu'au départ, tous les travaux avaient été menés par le président Giscard d'Estaing, avec bien d'autres personnes, bien sûr. C'est assez curieux, d'ailleurs. Ça vous rappelle la CED, la France qui prend l'initiative d'un certain nombre d'avancées, puis au moment où il faut décider, elle dit « Ah ben non, finalement ». Bon. Alors, on va regarder. On a vu avec une diapo un peu globale. Juin 85,
le nom est resté parce que vous le voyez marqué dans les procédures quand vous passez dans un aéroport, etc. C'est l'accord de Schengen. C'est quoi? C'est pour favoriser la libre circulation des personnes dans un espace commun. Au départ, il y avait 5 pays. Les 3 qu'on appelait du Benelux au départ, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas, qui l'avaient déjà initié de fait pour leur petit territoire, parce que ce n'est pas des pays très étendus, et qui a fait l'objet d'un accord, y compris avec la France et l'Allemagne. Bon. Cet accord, il a été ensuite intégré dans les traités communautaires, c'est-à-dire les nouveaux entrants, ils rentrent avec les traités dans l'espace Schengen, sachant qu'il y a eu beaucoup de dérogations, notamment britanniques, pour cette libre circulation. Mais disons que c'était une facilité. Aujourd'hui, à tort ou à raison, elle est souvent brandie comme trop laxiste et laissant des personnes indésirables venir trop facilement d'un pays de l'Europe à un autre. Bon, c'est peut-être pas faux, mais qu'est-ce qu'on a eu dans cette période-là? Le livre blanc de Jacques Delors, oui, je vous indiquais tout à l'heure. Alors, quand je dis Jacques Delors, c'est toute une commission et les services qui travaillaient avec lui, avec des gens d'une très grande efficacité. Ça a été une des très grandes et très belles commissions. On parlait de celle d'Hallstein au départ, de celle de Delors, je dirais même celle de Madame van der Leyen aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont vraiment été dans le rôle de moteur en quelque sorte. Alors pas moins de 310 mesures, toujours dans la perspective qui était la sienne à l'époque, c'est-à-dire dans les années 80, il s'agit de faciliter les échanges et de relancer la croissance économique. Ce n'était pas encore l'époque où, effectivement, l'Europe va devenir aussi une structure politique et affirmée comme telle. C'est pas un détail. Il y en a certainement parmi vous qui ont dû en profiter, là, des années 87 et suivantes, le programme Erasmus pour aller faire un semestre ou plus d'études dans une université européenne. Non, peut-être pas vous, mais vos enfants, on va dire. L'acte unique, il est signé par 9 plus 1. Alors ça veut dire quoi, ce charabia? Donc 9 États européens, plus un qui s'y est pris à 2 fois pour le signer, qui est le Danemark. Le premier vote avait été fait par référendum et finalement ce n'est qu'au deuxième référendum que les Danois ont voté oui. Bon. Leur liberté. C'est assez frappant d'ailleurs quand il y a des procédures référendaires. Généralement, c'est pas forcément sur la question posée que beaucoup de votants se positionnent, c'est par rapport à l'appréciation qu'ils ont du gouvernement en place ou des difficultés qu'ils ressentent. Bon, mais ça, c'est pas nouveau, on le sait bien aussi, ça peut exister chez nous. Alors, il s'agit d'achever le marché intérieur qui, à partir de cette date-là, s'appelle le marché unique. Et ce qui est important, c'est de noter que c'est le traité qui met au clair l'espace sans frontières et ce qu'on appelle les 4 libertés. Les 4 libertés, c'est la libre circulation des marchandises, ça c'est pas tout à fait nouveau, la communauté avait commencé dès 1960, libre circulation des personnes, alors soit comme touristes à l'intérieur de l'espace Schengen, soit pour travailler, libre circulation des services, et qui prend une importance croissante, et libre circulation des capitaux. Voilà ce qu'on appelle les 4 libertés, et qui sont réunis dans l'article 7 de ce traité de l'acte unique qui va être rassemblé maintenant dans le traité de l'Union européenne. L'acte unique qui prévoit des compétences communautaires élargies. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans les 2 grands domaines économiques que l'on connaissait, mais on voit par exemple apparaître le domaine de la recherche. On voit apparaître le domaine, c'était le début au moment de ce qu'on a appelé le serpent monétaire européen, vous savez, des fluctuations entre 2 marges, dans le domaine monétaire. Quelques premières coopérations en politique étrangère. Bon. Alors, ce traité de l'acte unique, il est intéressant parce que même si, en tant que tel, il ne va pas au bout de sa logique, il prépare
le traité de Maastricht, qui va venir après. Et puis le dernier point, c'est pas le plus mince, c'est que le traité de l'axe unique va orienter les fonds structurels européens. Alors non, certains d'entre eux existaient préalablement, mais ce qui est important, c'est de voir que le Fonds social européen, le Fonds européen de développement économique régional, etc., là, il va prendre de l'importance. Et pour qui et pourquoi? Eh bien, pour les régions en retard de développement. Ou ici, il s'agit du FSE, pour des publics en difficulté, chômeurs par exemple, des programmes pour aider à retrouver du travail. Alors, les régions en retard de développement, vous avez un certain nombre de pays, mais qui en ont profité très très largement. Très très largement. Le nôtre pour une part, l'Italie bien davantage, la péninsule ibérique pas mal aussi, et un pays dont on ne dit pas ça assez souvent qu'il est le plus riche aujourd'hui en Europe qu'est l'Irlande avec le Luxembourg, ils en ont sacrément profité aussi. Hein, donc, alors aujourd'hui bien sûr, c'est une question qui est rebattue, parce que les pays qui ont davantage besoin parce qu'ils sont en retard de développement, c'est les pays qui sont à l'est de l'Europe aujourd'hui, c'est normal. Mais comme ils sont les derniers entrants et à bénéficier de ça, ils ne le disent pas trop, mais ils n'ont pas tellement envie d'ouvrir la porte à d'autres qui sont encore un peu moins riches qu'eux. Hein. Dans l'histoire de l'Ukraine, il y a de ça aussi. Hein. Bon. Alors, je vais aller plus loin parce qu'on va prendre le fait d'actualité. Pardon d'interrompre à cet endroit-là. Alors, il y a une rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, sachant que les pays de l'Union européenne sont très très largement membres de l'OTAN. Et où le titre dit, c'est un article du Monde, eh bien, Erdogan, un allié récalcitrant, oui, ça on peut le dire, à la stratégie risquée. Alors le point d'actualité, eh bien, on va le voir à travers ce pays dont vous voyez qu'il est tout à fait à l'est de notre Union européenne et qui n'est pas sans poser quelques questions, voire quelques soucis. Hein, et on va voir lesquels. Bon. Alors vous allez me dire, mais puisqu'il n'est pas membre de l'Union européenne, même s'il est candidat, vous allez me dire pourquoi vous en parlez? Ben parce qu'on va voir qu'il y a pas mal de questions qui se posent, notamment à l'Union européenne. C'est pour ça que j'ai choisi dans ce point d'actualité avec cette rencontre qui a eu lieu il y a à peine 5 ou 6 jours. Alors je l'ai titré « Union européenne, OTAN, Turquie, des relations compliquées ». Bon. La réunion dont je viens de parler, vous voyez que c'est pas vieux, 28 et 29 novembre, là on colle à l'actualité. Et au cours de cette réunion, eh bien, la Turquie, et puis évidemment la Hongrie a accroché son wagon à l'histoire, a refusé de ratifier l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Ça fait un peu plus de 2 ans que ça dure. Hein. Il y avait eu des engagements pris par ce président Erdogan lors d'un sommet qui n'est pas vieux, qui date de juillet dernier, au sommet de Vilnius. Il avait dit non, mais vous ne vous souciez pas, il y a un peu de retard, mais bon, on a eu des difficultés, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu tout ça, oui. Le problème, c'est que l'adhésion d'un membre, en l'occurrence, relève, c'est une vraie question, de l'accord unanime. Et la question qui vient, c'est la Turquie, est-ce que c'est un membre fiable ou pas? Parce que là, ils sont en train un peu de nous rouler dans la farine, en quelque sorte, pardon pour l'expression un peu vulgaire. Hein? Oui. Alors, quelle est la dernière date? C'est la commission des affaires étrangères du Parlement turc qui a trouvé que la feuille de route de la Suède n'était pas suffisante pour qu'on puisse se prononcer clairement. Oui, tu parles. Enfin, voilà. Alors, il faut voir les questions qui se posent, parce qu'il y en a qui sont très réelles. D'abord, on va voir, et on va le faire avec un schéma cartographique, que la Turquie, elle se situe au cœur des zones de tension actuelles. Au nord, l'Ukraine, un peu à l'est, l'Azerbaïdjan et l'Arménie, plus au sud, le conflit israélo-palestinien. On va voir aussi que la Turquie et l'Europe, les négociations, c'est la Commission qui les a qualifiées comme ça, d'adhésion qui est au point mort. Oui. La troisième type de question, c'est
à propos de la Turquie et de l'OTAN, parce que je vous rappelle que la Turquie fait partie de l'OTAN, c'est des marchandages et des doutes sur sa présence effective dans l'Alliance à travers cette histoire de la Suède. Alors regardons c'est un croquis géographique, alors c'est pas aussi peut-être satisfaisant qu'une carte, mais on voit bien. La Turquie, ici en vert au centre, elle a des soucis internes, mais pas uniquement avec les Kurdes. Pourquoi ? Parce qu'une partie de la population kurde est en Irak et en Syrie. Syrie qui, jusqu'à maintenant, connaît encore un vrai conflit, dans lequel la Turquie a intervenu largement, en changeant de posture, au départ pour essayer de jouer son rôle avec l'armée de libération syrienne, c'est-à-dire les opposants à Bachar el-Assad, et puis elle a changé en cours de route et s'est fait, de fait, pratiquement l'allié des Russes. Pourquoi ? Parce qu'elle avait peur qu'ici, il y ait quasiment un territoire kurde qui se fonde. Bon, voilà le premier type de tension et de conflit. On n'en a pas suffisamment parlé, c'est bien dommage. La Turquie est l'allié principal de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui a envahi, après un conflit qui avait déjà existé l'année dernière, une partie d'un territoire de population arménienne qui s'appelle le Haut-Karabakh. Bon, personne n'a trop bougé. Ce qui était, au fond, la Turquie a fait dans ce cadre-là pratiquement ce que les Russes ont pu s'autoriser en Ukraine. Elle est avec d'autres lieux où elle n'est pas forcément sur la même position que les États d'Europe occidentale. Sur la question du conflit israélo-palestinien, c'est pour elle c'est l'adhésion complète et totale à la position du Hamas. Bon, chacun peut avoir des positions sur ce conflit, mais c'est une position, simplement ce que je note, qui ne correspond pas à ce qui est celle des pays de l'Union européenne. Bon, on va passer la question libyenne. En Europe, vous voyez que les communautés turques sont assez importantes, notamment en Allemagne, et demeure aussi la question du conflit ukrainien, où la Turquie est dans une position un peu bizarre. C'est qu'à la fois, elle a une attitude très compréhensive et très coopérative avec le gouvernement de Moscou et Poutine, mais dans le même temps, elle continue à livrer des drones à l'armée ukrainienne, comme une sorte d'équilibre un peu contestable. Voilà. Ne pas oublier aussi que la Turquie, même si elle avait proposé ses bons offices pour la libre circulation des navires marchands en mer Noire, puisque c'est elle qui a la porte d'entrée, le Bosphore, la porte d'entrée, vous voyez que toute la difficulté qu'il y a pour l'assurer dans la durée, cet accord. Donc vous voyez un pays qui est vraiment au cœur des tensions que l'on connaît. Alors là je l'ai récapitulé, donc c'est pas la peine d'y revenir trop. La mer Noire, je l'ai dit. La Syrie, c'est son espace d'intervention. Ah si, j'ai pas parlé d'Asie centrale. Alors on y revient une seconde. Là. Ici vous avez un certain nombre de pays. Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, Turkménistan, plus des populations comme les Ouïghours ou les Tatars, les Yakoutes ou les Tchouvaches en Russie, qui sont de proximité culturelle, voire linguistique turque. Ce qu'on appelle, alors Erdogan a lancé un beau néologisme pour parler de la turquicité. Ouais, oui. C'est-à-dire, au fond, tout cet espace turcophone, qui ou sur lequel il aimerait bien avoir davantage de prise. Bon. Il y a aussi l'affaire de Chypre, que j'ai évoquée tout à l'heure, où la Turquie occupe une partie de l'île. Alors, qu'est-ce qu'on peut se demander, mais il veut quoi, ce président Erdogan ? Il veut quoi ? Je crois qu'il y a quelque chose qui relève, de même qu'on peut le voir pour la politique poutinienne et l'Empire des Tsars, il y a quelque chose du même ordre, avec au fond la nostalgie de l'ancien Empire ottoman, immense, avant la guerre de 14. Bon, l'affirmation, là je viens de le dire, sur la culture et la langue turque,
Et une posture qui est quand même bizarre, puisque depuis Atatürk, le fondateur de la République turque, vous savez que la Turquie est un État laïque, comme tel. Mais alors ce qui est bizarre, c'est que cet État laïque, eh bien Erdogan et d'autres hommes politiques de Turquie veulent exercer un leadership au nom de l'islam. Il y a quelque chose qui n'est pas super logique dans les deux. Mais voilà, bien avec. Un début de pénétration en Afrique, oui, ça n'y a pas de doute. Et puis quand on veut chercher des critères pour voir un petit peu comment un État cherche à étendre une influence, c'est toujours quelque chose que je regarde de près. Voilà, là vous avez la carte de Turkish Airlines, qui est devenue une très grosse compagnie aérienne. Ben, vous voyez que la Turquie se positionne comme étant au centre de beaucoup de choses qui se passent dans le monde entier. Ouais. Un petit indice. Bon, là vous le revoyez avec les difficultés en Méditerranée orientale, bon, qui ont donné lieu il y a 3 ans à des difficultés avec y compris la marine française. Bon, il y a de la volonté de forer dans des espaces qui seraient prometteurs en matière d'hydrocarbures. Bon, et un conflit avec Chypre, notamment à ce sujet. Alors, la Turquie et l'Europe. La demande d'adhésion, elle ne date pas d'aujourd'hui, 87. Les Européens ont enregistré la demande dès lors qu'il y avait quelques avancées, notamment sur la question de la vie démocratique dans le pays, en 99. Mais on ne peut pas dire que les négociations avancent vraiment. Pourquoi ? Parce que les conditions ne sont pas réunies. Alors elles ne sont pas réunies pourquoi ? Quant à la séparation des pouvoirs, et notamment pour l'Europe, ce qui est très important, c'est le pouvoir judiciaire, et donc cette indépendance de la justice, est-ce qu'elle est assurée ou pas ? C'est ça la question. Bon, un certain nombre de procès qui ont eu cours à Istanbul montrent très clairement que ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Quant aux libertés publiques, le régime d'Erdogan a la main sur la plupart des médias, bien sûr. Également, répression contre les Kurdes. Alors on peut dire le PKK, il a un aspect peut-être un peu terroriste dans certains événements, c'est possible, mais en attendant, toute une population qui est nombreuse, qui n'accède pas aux droits qu'on connaisse les autres membres de la population turque. Bon, puis la question de l'occupation de Chypre. Voilà, alors vous voyez, le monsieur Michel apporte à la fenêtre là le programme européen et Erdogan, comme dans tout bon restaurant turc, on prépare autre chose. Il y a une autre raison, quand on a vu le schéma cartographique, c'était pas très net, mais rentrer dans l'Union européenne, ça veut dire qu'il s'agit d'un État européen. C'est dans le texte du traité. Or, la Turquie, à l'ouest du Bosphore, ce n'est que 3% du territoire turc. Donc est-ce que ce titre-là, c'est un territoire européen ? Bon, ça peut se discuter. Mais il y a d'autres éléments qui sont entrés en ligne de compte. C'est le poids démographique et leurs conséquences sur les institutions européennes. Tout simplement que la Turquie est un pays nombreux. Aujourd'hui, ça dépasse légèrement la population allemande, 85 millions d'habitants. Or, la représentation dans les institutions européennes est proportionnelle au nombre de citoyens. D'accord ? Donc ça serait le cas, ils auraient entre 96 et 100 députés au Parlement. Nous en avons 79 par exemple. Et donc, une telle présence, avec une culture qui n'hésite pas à s'afficher de plus en plus de cette manière-là, là c'est le président du Parlement turc qui a déclaré ça il y a le mois dernier. Nous sommes un pays musulman, il faudrait faire une constitution religieuse. Bon, évidemment, à Bruxelles, on se pince un peu en disant « Attendez, là, ça va pas du tout. » Bon. Donc, et puis, trop de positions qui divergent. Alors, pour terminer, la Turquie et l'OTAN, juste une minute, et puis on a fini. Bon, c'est l'histoire du marchandage constant à l'égard de l'adhésion de la Suède. Mais là, en même temps, la Turquie ne se rend pas très bien compte. Bon, je sais bien qu'elle a des difficultés financières parce que l'économie ne va pas très bien. Mais qu'à se comporter ainsi, eh bien, elle se heurte à des refus. Alors, le principal refus récent, c'est les Américains qui ont refusé
de livrer des F-35 ou même de moderniser les F-16 turcs ou même pour les Européens, pour l'Eurofighter, en disant aux Turcs, mais attendez, où êtes-vous? Vous achetez des S-400 russes et dans le même temps, vous voulez avoir un armement occidental. Enfin, expliquez-nous, où vous situez-vous en clair, hein? Voilà ce que l'on peut dire. Bon. Alors la situation financière est difficile et le pays est très tributaire de la Russie pour les hydrocarbures, pour les céréales, pour les touristes, puisque les Russes ne peuvent pas aller dans beaucoup de pays aujourd'hui, hein. Donc, bon, ils contournent sans scrupule les sanctions des Occidentaux. Hein. Donc il y a un trafic commercial, les relations commerciales augmentent tous les mois entre la Turquie et la Russie, et notamment par des réexpéditions de marchandises qui normalement font l'objet de sanctions. Bon, voilà donc une question qui est assez importante pour le devenir, pour voir où cette Turquie qui veut partout affirmer sa place comme interlocuteur incontournable, étant de son influence, elle finit par poser des questions qui vont finir par se retourner peut-être contre elle. Merci. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du temps libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.